Chine, les étudiants bousculent le pouvoir et obtiennent l'autorisation de participer aux obsèques de Yao Bang, l'ancien secrétaire général du PC limogé pour cause de libéralisme. Les centristes du CDS réunis à Lille pour former leur liste européenne, tout le monde n'est pas d'accord pour que Simone Veil porte le drapeau. Accusés ou victimes, les mineurs ont affaire à la justice qu'ils connaissent encore plus mal que les adultes. À Lille, un groupe d'avocats a décidé de mettre à leur disposition. Enquête dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Samedi dernier, l'impensable se produisait. Dans une tribune du stade de Sheffield, en Angleterre, 95 spectateurs, en majorité des jeunes, trouvaient la mort pour un match de football. Cet après-midi, dans toute la Grande-Bretagne, sur tous les stades, une minute de silence a été observée en leur mémoire. 60 secondes pour réfléchir. Plus qu'ailleurs, à Liverpool, dont la majorité des victimes étaient originaires, l'heure était au recueillement. Supporters des Blancs et Rouges avaient formé une chaîne de solidarité. Une semaine trop tard, penseront certains. Philippe Gassot. Pour qu'on se souvienne des morts de Sheffield depuis une semaine, les supporters, même ceux de Liverpool qui ont si mauvaise réputation, ont noué les unes aux autres les écharpes des clubs. Une haie d'honneur pour commémorer un match ou un début de match de déshonneur. Déshonneur pour tout le football. Pour ceux pour qui le football est une partie importante de la vie, il faut tout faire pour marginaliser, gommer ce que Margaret Thatcher a appelé l'un des plus grands drames qu'ait connu l'Angleterre. Le stade est devenu le lieu de pèlerinage. C'est là qu'il faut apporter un peu de soi-même, un peu de ce que l'on a de plus précieux, un bonnet, un maillot, un foulard, une cocarde. Tout cela en relation directe avec un club, avec le football. À Liverpool, à Londres, amateurs de foot ou non, tout le monde a respecté la minute de silence. On s'est souvenu des 95 jeunes gens écrasés contre les grilles. Un pays est en deuil afin que cela soit la dernière fois, que les jeux du stade ne deviennent pas les jeux barbares du cirque, pour que le football reste un grand jeu, parce que justement, il est populaire. Sur la plupart des stades d'Europe, le monde a fait silence, c'était bien le moins. Reportage complet sur ce football anglais malade de ses supporters demain dimanche dans Stade 2 avec notre envoyé spécial Dominique Leglou. Nous ne sommes que le 22 avril, mais il y a comme des relents de mai 68 en ce moment à Pékin. Le pouvoir est contesté par les étudiants depuis une semaine, depuis la mort de l'ancien secrétaire général du PC chinois, Yao Bang, considéré comme un libéral et limogé pour cette raison. Eh bien, depuis cette mort, les défilés se succèdent et les étudiants ont même obtenu de participer à ces obsèques aujourd'hui, alors que le gouvernement l'avait interdit dans un premier temps. Gilles Rabi. Destin paradoxal, l'international est devenu à Pékin un champ de protestation contre l'ordre communiste. Paradoxal aussi, le destin de Hu Yaobang, l'ancien numéro 1 du PC chinois, limogé en 87 pour excès de libéralisme et qui symbolise mort, plus d'espoir que de son vivant. Ces obsèques resteront le plus formidable défi jamais lancé par la jeunesse chinoise à ses trop vieux dirigeants. Face à face, de part et d'autre des colonnes du Palais du Peuple, deux Chines s'affrontent. Abba Deng, celui qui avait limogé Hu Yaobang, aura pu lui-même entendre la jeunesse réclamer son départ. Dans l'éloge funèbre, pas un mot de réhabilitation politique, comme le demandaient depuis 6 jours les étudiants. Tôt ce matin, le pouvoir a finalement renoncé à interdire aux manifestants la place Tiananmen, le cœur politique de Pékin. Malgré l'armée et la police déployées en masse, mais sans armes, 200 000 personnes ont osé braver les interdictions. Seul incident, cette bousculade devant le siège du gouvernement qu'un groupe de jeunes Chinois a tenté un moment d'investir. Incident sans suite. Pour la première fois aujourd'hui, on a vu les étudiants faire eux-mêmes leur service d'ordre. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur, clament les slogans de ces étudiants qui n'ont pas eu un regard pour le dernier portrait géant de Mao. En France, l'information de l'après-midi vient de Port-Grimaud, où un petit garçon avait disparu depuis le 5 avril dernier du camping où il séjournait avec ses parents de nationalité belge. L'enfant était
malheureusement mort, vraisemblablement assassiné. C'est ce qu'a annoncé vers 17 h le juge d'instruction chargé de cette affaire, Claude Crespo. Joris ne sourira jamais plus. Le corps du petit Flamand, disparu il y a 18 jours, a finalement été découvert non loin de ce camping où l'enfant était arrivé le 25 mars dernier avec son frère et ses parents. Plus de nouvelles du garçonnet depuis le 5 avril au soir. Ce camping, Port-Grimaud, la région, tout a été passé au peigne fin par quelques 200 gendarmes, pompiers et militaires, sur terre et sur l'eau. Rien n'a été négligé. Toutes les hypothèses ont été envisagées. La fugue, l'enlèvement, sans résultat. Une piste mystérieuse, celle de deux témoins également en vacances dans ce camping, n'a pas davantage abouti. Il y a des jours, le parquet de Draguignan ouvre une information pour enlèvement d'enfants. Une campagne d'affiches est lancée pour glaner le moindre indice. Le papa et sa famille, qui habitent à Louvain, sont retournés chez eux. Ils savent maintenant que c'est fini. Reste pour les enquêteurs à déterminer les causes de cette disparition, vraisemblablement un assassinat. L'autopsie qui aura lieu la semaine prochaine permettra peut-être d'en dire plus. Corse, l'envoyé du gouvernement est revenu à Paris ce matin. De nouvelles propositions seront faites lundi matin aux syndicats portant sur le paiement des jours de grève après maintenant près de 2 mois de conflit. En attendant, eh bien, cet après-midi à Ajaccio, les nationalistes qui s'étaient quelque peu tenus en marge du mouvement corporatiste des fonctionnaires appelaient à manifester. Sur place, nos envoyés spéciaux Christophe Martet, Noël Alexandre. Une manifestation silencieuse et un seul slogan, décolonisation. Pour les nationalistes, une journée en forme d'appel. Après 2 mois d'un conflit social qui a mis en lumière bon nombre de problèmes structurels dans l'île, ils veulent porter le débat sur le terrain politique. Nous proposons qu'on aille au fond du problème, ce qui malheureusement n'a pas l'air d'être le cas, en particulier de la part de M. Rocard, qui a évacué totalement les données politiques du problème corse. Nous ne pensons pas que ce soit uniquement à travers des problèmes techniques, type continuité territoriale par exemple, que l'on réglera ce problème. Il faudra définir une politique à long terme qui reconnaisse les droits de ce peuple. L'enjeu, faire aussi bien, sinon mieux que les syndicats de fonctionnaires qui, il y a plus d'une semaine, avaient réuni 12 000 personnes dans les rues de Bastia. Ce soir à Ajaccio, ils sont quelques milliers. Les nationalistes, qui voulaient apparaître comme les interlocuteurs privilégiés du gouvernement, auront sans doute du mal à tenir leur pari. La politique maintenant, les centristes du CDS ont du mal à trouver leur centre de gravité, c'est-à-dire leur tête de liste pour les prochaines élections européennes. Réunis à Lille, ils ne sont pour l'instant d'accord que sur une seule chose, réaliser cette liste séparée, mais qui à la tête? Simone Veil? Tout le monde n'est pas d'accord. Alors, Pierre Méhaignerie? Point d'interrogation. À Lille, nos envoyés spéciaux Véronique Saint-Olive, Yann Jiquel. Le Congrès grogne de plus en plus fort. Bien sûr, à la tribune, Pierre Méhaignerie défend la liste autonome et on l'applaudit. Bien sûr, il déplore le refus des rénovateurs d'y participer, mais les rénovateurs sont accueillis comme des stars. Car si le Congrès est prêt dans sa majorité à tenter l'aventure européenne en solitaire, il veut que le capitaine sorte de ses rangs. Et Georges Chavannes lâche le morceau. Pierre, Jacques et Bernard, c'est vous qui avez en charge le CDS. Je vous lance cet appel solennel et je suis sûr que c'est l'appel de toute la salle. Vous n'avez pas le droit de laisser prendre la tête de liste, si vous décidez d'en faire une, par quelqu'un d'autre que par l'un de vous trois. À 2 pas du bar, Dominique Baudis enfonce le clou. Les centristes ne sont pas tous d'accord pour Simone Veil, à Pierre Méhaignerie d'en tirer les conséquences. Alors Pierre Méhaignerie consulte. François Bayrou, jeune rénovateur, ne pourrait-il se laisser tenter? Simone Veil accepterait alors la 2e position. Mais les rénovateurs font bloc, c'est non. Le Congrès tourne en rond et l'indignation de Jean Le Canuet ne change rien à l'affaire. Je vous en prie, réfléchissons un peu. Simone Veil sera là demain, mais c'est au début de la semaine, à Paris, que Pierre Méhaignerie décidera, dans le secret des dieux, qui mènera la liste centriste. À Paris, ce sont les socialistes qui se sont réunis pour mettre définitivement au point leur liste pour les élections européennes du mois de juin prochain. Le PS est d'accord sur son leader, Laurent Fabius, mais on discute quand même organisation du parti. Roland Sicard, Christian Autain. Chimie ou plutôt alchimie, au PS, tout est toujours à faire de savant dosage. Raymond Barre lui-même a d'ailleurs failli s'y tromper, arrivé impromptu de l'ancien Premier ministre en début d'après-midi, mais très vite, soulagement, ce n'était qu'une simple erreur d'adresse. Et à la bonne adresse, les socialistes avaient du pain sur la planche. Le PS doit constituer en priorité sa liste pour les européennes, mais certains dans le parti ont d'autres préoccupations en tête, et d'entrée, Henri Emmanuelli mettait les choses au point. Je me demande si cette priorité est bien celle de tout le monde.
Et si parmi nous, certains n'ont pas davantage les yeux fixés sur la ligne rose du Congrès, plutôt que sur la ligne bleue des élections européennes. Suivez le regard d'Henri Emmanuelli, ce sont Jean Poprennes et ses amis qui se trouvent placés dans le collimateur. Jean Poprennes, qui a d'ores et déjà ouvert le débat pour le prochain congrès, qui réclame une recomposition de la direction du PS, qui exige un vrai débat dans le parti, de quoi faire monter Pierre Mauroy au créneau. Certains problèmes doivent être posés, en particulier ce que Jean Poprennes appelle le partage. Mais cette question ne relève pas de l'interpellation du seul parti et de son premier secrétaire. Le parti aura, après les européennes, ce vaste débat sur lui-même, ses structures, son idéologie, sa doctrine, et bien entendu sur la politique à suivre demain et après-demain. Pierre Mauroy, qui demande du silence dans les rangs, sait qu'il s'agit maintenant de mettre la dernière main à la liste que doit conduire Laurent Fabius le 18 juin. L'équilibre doit être trouvé entre les différentes tendances du parti. Les socialistes ont la nuit pour se mettre d'accord. La politique encore, mais autrement maintenant, sur le terrain. À Valenciennes, 40 000 habitants dans une région sinistrée par la crise. Au mois de mars dernier, eh bien, le maire de droite, depuis 44 ans, a été battu par un jeune avocat d'affaires venu dans le Nord par le biais du football. Par défi, il s'était présenté sous l'étiquette d'hiver droite, d'hiver gauche. Par défi encore, il se propose de gérer la ville sans aucune compromission, d'aucune sorte. Et pour ce faire, il a même créé un service anti-combine. Enquête de Thierry Calmette et Georges Renaud. Terminé le temps des promesses, fini les sourires électoraux. La semaine dernière, fort de ses 76% des voix, Jean-Louis Borloo affrontait son premier vrai conseil municipal. L'avocat parisien, qui mange plus volontiers du steak tartare que de la langue lucullus, une spécialité valenciennoise, veut être monsieur honnêteté municipale. Son constat, un arrondissement sinistré, 22% de chômeurs, une ville en pleine déconfiture et une mairie opulente. 700 employés municipaux, un budget de 250 millions de francs, géré d'après lui de façon hasardeuse. Comme cette fontaine, coût prévu 800 000 francs et déjà 4 millions de dépensés. La solution, des adjoints incorruptibles pour tout vérifier, y compris les rumeurs. Les candidatons à Valenciennes, les pots de vin, des marchés mal négociés, des prix trop élevés, des adjudications arbitraires. Je crois que ça suffit. Et on prétend, je dis bien on prétend, l'avenir le dira, gagner entre 25 à 30% sur les achats. Ce qui est énorme. Ce qui est d'une part énorme, et puis ce qui est attendu par toute administration municipale. L'ancienne équipe conteste l'insinuation de laxisme dans sa gestion passée, mais admet volontiers un manque de transparence fâcheux. Il y avait peut-être effectivement un manque de communication pour expliquer nos projets, un manque d'explication vis-à-vis de la population qui fait que les gens imaginaient qu'il y avait une certaine zone d'ombre parmi certains projets. Enfin, le laxisme, je ne pense pas qu'on puisse nous taxer de laxistes. Le symbole du passé, dans le bureau du maire, cet ascenseur privatif et discret dont seul l'élu possédait la clé, ou bien les 3 voitures avec chauffeur. Au travail, éplucher les contrats, supprimer les appels d'offres restreints, une pratique qui favorise les copains et les coquins. D'ailleurs, le maire, ses adjoints et leurs entreprises privées s'engagent à ne pas être partenaires ou contractants avec la mairie de Valenciennes. Autre idée, 40 balayeurs municipaux seraient peut-être plus efficaces que des machines coûteuses. Avocat d'affaires, Jean-Louis Borloo se trouve très souvent sollicité par des chefs d'entreprise en difficulté. Commercialement, humainement, être incorruptible, c'est d'abord ce qu'attendent les gens. Je crois qu'il y a une volonté de remoralisation globale, notamment quand on est en situation difficile, et c'est le cas de Valenciennes. Mais la raison de fond et principale, c'est que nous faisons notre travail, nous voulons être absolument irréprochables, tout franc public doit être optimisé dans des choix et au niveau de l'utilisation, parce que nous avons besoin de faire appel à la solidarité régionale et nationale. Ça veut dire quoi ? Nous voulons un train direct Paris-Valenciennes, nous voulons un hôpital général qui devienne hôpital régional, car c'est déjà sa fonction. Nous voulons une préfecture, car nous voulons être de véritables interlocuteurs à l'égard de Bruxelles, à l'égard de Paris. Prétendre rendre l'espoir aux gens du Nord, quel défi. La citation favorite de monsieur le maire, il a réussi parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. De tous bords on l'encense ou on le vilipende, mais tout le monde attend monsieur Propreté au tournant.
En bref, en Guadeloupe, après les manifestations de la nuit dernière contre l'interpellation de 2 militants indépendantistes, la justice a décidé de libérer l'un des deux, une femme, et de transférer en France le second pour être interrogé par le juge chargé de l'enquête sur les attentats qui avaient eu lieu au mois de janvier 1988 en Guadeloupe. Arrestation à Paris de 3 ressortissants britanniques d'Irlande du Nord et d'un Américain pris sur le fait alors qu'ils remettaient à un fonctionnaire de l'ambassade d'Afrique du Sud à Paris des pièces d'un système de propulsion d'un missile britannique Sol-Air. Le gouvernement d'Afrique du Sud a décidé d'enquêter sur cette affaire. Ces pièces ultrasensibles auraient été volées sur un stand de démonstration de l'armée britannique. À Marseille, l'organisation Médecins sans frontières, qui ne se préoccupe pas seulement des victimes du bout du monde, fêtait aujourd'hui les 1 an de son bus d'assistance médicale. Cela fait 12 mois en effet que ce véhicule sert à visiter et à consulter tous ceux qui sont considérés comme exclus de notre société, c'est-à-dire qui ne sont même plus couverts par les assurances sociales. Enquête de Patrice Velay et Jean-François Georgetti. Voilà, bonjour. Monsieur vient pour la première fois. Il n'a pas de sécurité sociale et il vient essentiellement pour un problème de lunettes. Ça a déjà été traité ce problème-là? Oui, je pense que c'était des lunettes depuis l'âge de 8 ans. De 8 ans. Patrick a enfin trouvé un médecin à qui parler. Difficile quand on n'est même plus un numéro de sécurité sociale. Vous fumez? Beaucoup? Un paquet par jour. Difficile aussi quand la vie se résume à quelques pièces offertes et à un rejet administratif toujours répété. J'ai cassé mes lunettes et sans mes lunettes je ne vois rien du tout. Et c'est pour ça que j'étais plusieurs fois à l'hôpital, essayer d'avoir des lunettes. Mais comme je n'avais pas de sécurité sociale, ils n'ont pas voulu me les faire. On voit qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à nous, quoi, et qui ne nous laissent pas complètement tomber. Alors que aller voir à l'Hôtel Dieu, c'est tout de suite aussi si nous regardent, quoi. Alors, ces gens qui n'ont plus de figure, comme ils disent, ils n'ont plus de contact. Donc ils sont acculés, comme on dit. Alors nous, on leur offre d'être repris un petit peu en charge et de les remettre dans des circuits où il y en a beaucoup qui peuvent, si vous voulez, repartir. Rentrez voir le médecin. Assistance médicale, conseils, renseignements, mais pas question pour MSF de se substituer aux organismes existants. Le bus touche une population hors circuit qu'il faut aider à reconquérir ses droits. Une initiative qui devra durer le moins longtemps possible. Dès que nous démarrons, notre premier souci, c'est de nous dire comment allons-nous arrêter en ayant laissé en place les choses qui permettent de continuer aux institutions, par exemple, et trouver des relais. À Marseille se pratique la solidarité sur 4 roues parce que les frontières sont parfois à notre porte. Détresse encore celle des mineurs qui ont comme accusés ou victimes affaire à la justice française. C'est pour leur venir en aide qu'un groupe d'avocats lillois a décidé de créer un centre spécialisé. Si cette expérience se révèle positive, eh bien elle pourrait être étendue à toutes les grandes villes du pays. Enquête de Marc Maisonneuve et Yann Jiquel. 57 mineurs de moins de 16 ans ont été incarcérés en 1988 sous l'autorité du tribunal de Lille. L'enfance est souvent l'objet de décisions de justice et assez rarement un titulaire de droit qui a une place dans la justice, qu'il soit victime ou qu'il soit poursuivi parce qu'il a commis un délit ou un crime. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire à travers l'espace droit, ces enfants? Ces enfants, ils vont pouvoir connaître mieux leurs droits. Ils vont pouvoir rencontrer des personnes qui ont décidé d'aller vers eux. C'est-à-dire de se spécialiser dans la défense des mineurs et donc dans l'écoute des mineurs, des jeunes, des adolescents. 25 avocats ont été formés. Mercredi, le premier rencontrera celui qui ne sait même pas qu'il peut être aidé. Car vivre une crise, c'est d'abord être incapable d'imaginer l'existence d'une solution. Je me faisais frapper dessus. Par qui? Par mon frère, ma mère. Et dans quel état t'es arrivé la dernière fois que t'es venu ici? La dernière fois, je sortais de l'hôpital, c'était 2 jours après. J'avais un traumatisme crânien, une fracture frontale et j'avais des bleus sur le visage. Et ici, tu y reviens de temps en temps? Ah oui. Pourquoi faire? Pour qu'on m'aide moralement. Pour quelle raison t'es venu? J'avais des problèmes avec mon père. Qu'est-ce qui se passait chez toi? Il me tapait, il tapait sur ma mère et tout. Il buvait. Et ça ne pouvait pas continuer. Il m'a pas dit de partir, je suis partie de moi-même. Et tu étais en fugue? Ouais. Si on veut. Derrière cette porte, 24 heures sur 24,
Quelqu'un est là pour faire face à la détresse des mineurs. À Point-Jeune, nous avons la possibilité d'héberger dans le cadre de l'anonymat un mineur pendant 24 heures. C'est unique en France. Tout à fait, et c'est une tolérance, c'est un accord qui est passé avec le procureur du tribunal de grande instance de Lille. Donc. Une journée pour éviter qu'au conflit ne succède une rupture avec le système judiciaire. Cette démarche qui consiste à venir au tribunal, c'est déjà quelque chose qui dépasse en quelque sorte leur entendement, leur capacité intellectuelle. L'avocat pourra, dans ce cadre-là, expliquer aux mineurs ce qu'il faut faire. Une expérience condamnée à la réussite pour pouvoir être étendue aux autres villes de France, afin que grâce à ces avocats d'enfants, il n'y ait plus de mineurs en détention préventive. Rêvons un peu, je crois que nous en avons tous besoin. Gamma-Bo, c'est le nom de l'étoile du bicentenaire de la Révolution française. Elle sera visible ce soir au-dessus de la France à une distance d'environ 200 années-lumière de la Terre. Son scintillement, qui nous parvient seulement ce soir, a été émis à l'époque où Danton et Robespierre renversaient la monarchie. Philippe Dumez, Jean-Louis Bousset. Un graphique avec des pics très précis, c'est Gamma-Bo qui apparaît. On y remarque d'abord une raie significative de la présence de calcium, ensuite du fer en quantité non négligeable et beaucoup d'hydrogène. Pour les astronomes, Gamma-Bo est déjà entré dans sa phase finale de combustion. Cette étoile de la constellation du Bouvier, on la connaît depuis longtemps. Sa masse est environ 5 fois supérieure à celle de notre Soleil et comme elle n'est pas très éloignée, elle est facilement visible à l'œil nu. Les astronomes, eux, utilisent d'énormes télescopes comme ceux de Saint-Michel-de-Provence. Ici, on ne regarde plus dans un œilleton. Un technicien oriente l'appareil en fonction des instructions de l'astronome et celui-ci fait ses observations dans une pièce qui ressemble à un simple bureau, bardé d'ordinateurs et d'écrans vidéo. Ici, Gamma-Bo se montre dans toute sa splendeur. En faisant varier les couleurs artificiellement, il devient possible de rentrer un peu plus dans son intimité. Son diamètre est d'environ 1 400 000 km, c'est-à-dire l'équivalent de notre Soleil. La lumière que l'on en reçoit sur Terre a tendance à virer au bleu. Cela signifie que Gamma-Bo se rapproche de nous à la vitesse d'environ 35 km par seconde. En réalité, les astronomes étudient les étoiles par groupe pour pouvoir les comparer. Quand on compare leur état, leur température, leur dimension, leur éclat, on peut construire ce qu'on appelle des trajectoires d'évolution. Alors que si on prend des étoiles au hasard, dont on ne connaît pas la distance, dont on ne connaît pas l'âge, il est très difficile de savoir comment elles ont évolué. L'évolution de Gamma-Bo est surtout fonction de sa taille et de sa masse, 5 fois plus lourde que le Soleil. Plus jeune, sa durée de vie sera aussi plus courte. Dans quelques centaines de millions d'années seulement, elle se transformera en naine blanche ou en étoile à neutrons. Ah oui, sa température de 8000 degrés au lieu de 5000 pour notre Soleil interdirait sûrement toute vie sur une planète comme la Terre s'il s'en trouvait une autour de Gamma-Bo. À suivre demain dans nos journaux. Et puis aussi documents, photos et dossiers complets sur cette étoile du bicentenaire vous seront proposés dans le prochain numéro du magazine VSD ainsi que dans 40 journaux de la presse régionale quotidienne à partir de lundi. La télévision parle de la télévision et ça vous concerne aussi puisqu'à Cannes en ce moment même a lieu le marché du film TV, le MIT TV. Il s'y vend et s'y achète tout ce que vous verrez dans les mois et dans l'année à venir. Pour tenter de résister au déferlement des programmes venus d'ailleurs, les Européens lancent une contre-attaque, car les lois qui n'existent pas et qui pourraient limiter le contingent de documents étrangers sur nos chaînes sont une chose, mais le dynamisme sur le terrain en est une autre et sûrement beaucoup plus sûr. Enquête de Stéphane Magnier et Claude Sicard. Leurs yeux sont bruns ou bleus, leurs cheveux châtains ou blonds, leur type est toujours européen. Les personnages de Wonder City montrent sans ambiguïté que ce dessin animé est destiné à l'Europe et aux États-Unis. Et pourtant, il a été élaboré en Corée du Sud. Nos produits sont diffusés sur notre marché intérieur, mais ils sont conçus dès le départ pour l'exportation. D'ailleurs, nos enfants sont très habitués maintenant aux faciès européens de leurs héros de dessins animés. Avec cette politique, les producteurs du sud-est asiatique sont devenus les premiers fabricants mondiaux de films d'animation. Revers de la médaille,
Leurs scénarios sont conçus par une culture où les notions d'effort et de violence sont bien différentes des nôtres, notions qui seront demain à la base de la culture planétaire en pleine constitution. Ce constat a résonné comme un véritable signal d'alarme chez les créateurs européens. À l'heure où le satellite leur offre de nouvelles perspectives, ils mettent en place les premières initiatives d'envergure dans le domaine des coproductions. Exemple, le groupement européen de production. Antenne 2, associée au principal télé du marché commun, a produit la série policière Eurocop. Un pari difficile compte tenu des différences de langue et de culture. Les rares tentatives précédentes en étaient restées au stade expérimental. Maintenant qu'on fait cette expérience grandeur nature, on s'aperçoit que ces productions européennes peuvent être véritablement une espèce de succédanée à la production qui venait de l'extérieur. En sens inverse, les programmes français, qui n'étaient jamais vus en Angleterre, qui n'étaient jamais vus en Italie ou en Allemagne, eh bien maintenant ils apparaissent sur les écrans. Et le public, ces publics-là, s'y intéressent, ils en redemandent. Humour révélateur, c'est CBS qui se charge de la commercialisation extra-européenne de la série. Côté argent, il y a même des Américains qui commencent à croire que l'Europe audiovisuelle, ça peut marcher. Voilà, et ce journal, lui, il est entièrement made in France. Alors regardez-le. Sport, demain sur le circuit d'Imola en Italie, les McLaren Honda d'Ayrton Senna et d'Alain Prost partiront en tête, respectivement premier et deuxième. Meilleur temps aux essais. Elles ont retrouvé, ces voitures, leur suprématie sur toutes les autres. La Formule 1, on le sait, est un sport, c'est aussi un banc d'essai pour les innovations techniques. En voici une, les freins au carbone, qui permettent de réduire considérablement les distances de freinage. Ils équiperont peut-être ces freins un jour nos petites autos. Sur place, Lionel Chamoulot et Gérard Derlet. Cette équipe de Formule 1 est certaine d'être championne du monde. Ces techniciens travaillent pour Carbone Industrie, une entreprise française qui équipe toutes les écuries sauf Tyrrell de freins en carbone-carbone. C'est ici, à Villeurbanne, que cette filiale de la SEP et d'Alstom produira en 89 80 tonnes de carbone. Ce matériau, issu de ces fours, permet de produire des disques et des plaquettes de frein utilisés pour les Airbus, les Mirage 2000, certains chars de l'armée et prochainement le TGV. Voici d'ailleurs à l'essai ce frein, un frottement extraordinaire qui dégage une température de 1800 degrés. Depuis 7 ans, le carbone sur les F1 n'a pas été une évolution mais une révolution. Avec ce matériau, la distance de freinage a été complètement bouleversée. En 82, une F1 passe de 300 km/h à 80 km/h en 250 mètres. En 89, avec le carbone, 110 mètres et 2 secondes suffisent. Le carbone qui s'allume dans les jantes, c'est une autre époque. On avait des pédales très dures, on était obligé d'appuyer très fort. On avait même à une époque chez Renault un servo-frein pour justement le confort du pilote. Et puis bien entendu avec les freins en carbone, on a amélioré tout ça. Cette année, le carbone a été adopté par les prototypes. Première course pour Mercedes, première victoire avec ce type de frein. Une évolution vers la voiture de grand tourisme, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Chez Carbone Industrie, on y pense. Ce que nous espérons acquérir à partir des compétitions, en particulier d'endurance, c'est une connaissance suffisante du comportement de nos freins pour pouvoir les adapter à la conduite conventionnelle de telle façon à ce que le conducteur n'ait pas plus de difficulté à freiner avec du carbone qu'il n'en a par exemple aujourd'hui à s'habituer à un système type ABS sur une voiture de grand tourisme. D'ici 3 à 5 ans, le carbone équipera certainement des autos très haut de gamme. Reste ensuite à baisser son coût de fabrication et à régler des problèmes techniques afin de banaliser ce genre de produit. Encore beaucoup de travail. 4 roues moins 2 égale moto. Départ cet après-midi des 24 heures du Mans motocycliste. Marc Maisonneuve. 55 motos, 7000 chevaux au départ des 24 heures du Mans. La première épreuve très attendue de la toute nouvelle coupe FIM d'endurance moto. Thierry Crine, casque jaune fluorescent à damier, meilleur temps des essais, est un éphémère leader. Avant la fin du premier tour, Alex Vieira prend la tête de l'épreuve, une épreuve délicate pour chaque concurrent. En effet, le nouveau tracé de 4 km 430 semble particulièrement difficile à apprendre. Beck, Middleton, victimes de chutes sans gravité, ont expérimenté les dégagements très sûrs du circuit. On évalue à 50 000 le nombre des spectateurs présents. Toute la nuit, ils vont essayer de savoir qui sera à l'arrivée demain à 15 h. Pierre Boll sur Kawasaki ou Alex Vieira, puisqu'après 2h30 de course, la seule Suzuki officielle, celle de Thierry Crine, a été contrainte à l'abandon.
Voilà, à 4 pattes maintenant, le tiercé de cet après-midi. Vous allez voir les gagnants s'inscrire sur votre écran. C'était à Enghien. Il fallait jouer le 9, le 8 et le 5 pour gagner 3 290 francs pour ce qui concerne le quarté. Vous allez ajouter le 17 et vous gagnez 47 773 francs et 20 centimes. Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite après, bien entendu, les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Ensuite, Champs-Élysées de Michel Drucker avec ce soir 2 grandes vedettes. D'abord une vedette française et internationale, Lynn Renaud, et puis aussi le toujours séduisant Grégory Peck. Quant au toujours séduisant également Philippe Gassot, vous le retrouverez aux alentours de 23h40. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne et je vous dis à demain 13h. Bonsoir.